Parmi les difficultés que rencontre aujourd'hui l'art, la moindre n'est pas les hontes de l'apparition, sans qu'il puisse cependant s'en débarrasser, devenu transparent à soi-même jusque dans l'apparence constitutive, qui lui semble fausse dans sa transparence, il ne se nourrit plus, selon leur langage hegelien, substantiellement de sa possibilité. Une plaisanterie niaise de soldats du temps de Guillaume II raconte l'histoire d'une ordonnance que son supérieur envoie un beau dimanche au jardin zoologique. Il revient tout excité et déclare: « Mon lieutenant, des animaux comme ça n'existe pas. » L'expérience esthétique a autant besoin de cette réaction que celle-ci est étrangère au concept d'art. L'étonnement naïf et juvénile élimine également les œuvres d'art. L'Angelus Novus de Klee le suscite aussi pareillement aux formes à la fois animales et humaines de la mythologie indienne. Dans toute œuvre naïve apparaît quelque chose qui n'est pas. Elle ne se le réinvente pas en partant d'éléments hétérogènes de la réalité, mais elle élabore comme être là immédiat à partir de ces constellations qui deviennent chiffres, sans cependant présenter le chiffré au regard, tel des éléments imaginaires. Le chiffré des œuvres d'art, un des aspects de leur apparition, se distingue ainsi du beau naturel du fait qu'ils refusent. Il est vrai, l'univocité du jugement, mais que dans leur propre structure, dans la manière dont elles tendent vers la caricature, les œuvres acquièrent leur plus grande détermination. Elles prennent aussi modèle sur les synthèses de la pensée signifiante, leur ennemi irréductible. Le non-étant. Dans la présentation d'un non-étant, comme s'il était la question de la vérité de l'art, rencontre un obstacle. Dans sa forme simple, l'art promet ce qui n'est pas et prétend objectivement bien que d'une manière hésitante que puisse cela apparaître, cela doit être également possible. La nostalgie inextinguible à l'égard du beau, pour laquelle Platon trouva des termes qui ont la fraîcheur de la première fois, et la nostalgie de la réalisation de la promesse. La condamnation de la philosophie idéaliste de l'art tient au fait qu'elle n'est pas capable de formuler la promesse du bonheur, en faisant prêter théoriquement serment à l'œuvre d'art sur ce qu'elle symbolisait. Elle attend à l'esprit de l'œuvre elle-même. Ce que l'esprit promet est le lieu du moment sensible dans l'art, non pas la satisfaction du contemplateur. Le romantisme voulait purement et simplement comparer ce qui apparaît dans l'apparition avec le caractère artistique. Il a ainsi saisi quelque chose d'essentiel, mais l'a réduit à un particulier, à la louange d'un comportement spécifique de l'art prétendument infini en soi, en s'imaginant qu'il pourrait, grâce à la réflexion et à la thématique, entrer en possession de ce qu'est son éther, irrésistible du fait même qu'il ne se laisse pas enchaîner, aussi peu étant d'idée générale. Cet éther est étroitement lié à la particularisation qu'il représente le non subsumable qui défie le principe dominant de réalité, principe d'échange. L'apparaissant n'est pas échangeable, parce qu'il n'est pas l'élément inerte qu'on pourrait remplacer par un autre, ni une généralité vide qui, comme unité distinctive, nivellerait la spécificité qui est contenue. Si tout dans la réalité est devenu fongible, l'art présente alors un tout ou autre chose des images de ce qui serait lui-même libéré des schémas de l'identification qu'on lui impose. Mais l'art se transforme en idéologie lorsque, image du non échangeable, il suggère l'idée que tout dans le monde pourrait n'être pas échangeable. En raison du non échangeable, l'art est obligé par sa forme d'amener l'échangeable à la conscience critique de soi. Les œuvres d'art ont leur télos dans un langage dont le spectre ignore les termes qui ne sont pas cernés dans une universalité préétablie. Un important roman à suspense de l'héros Pérus traite de la couleur Drométhéen-Roth des genres sous-artistiques, comme la science-fiction essaie de le copier, de là leur faiblesse. Si dans les œuvres d'art le non-étant fait irruption, elles ne réussissent pas à le dominer avec brio. Ce non-étant leur est transmis au travers des fragments de l'existant qu'elle regroupe pour en faire cette apparition. Il n'appartient pas à l'art de décider par son existence si ce non-étant apparaissant existe encore comme apparaissant ou persiste dans l'apparence. Les œuvres d'art tirent leur autorité de ce qu'elles obligent à la réflexion, d'où figure de l'étant et incapable d'évoquer le non-étant dans l'être là. Elles peuvent devenir son image prédominante, même si cependant le non-étant n'existait pas lui-même en soi. L'ontologie platonicienne
qui s'accorde plus avec le positivisme que la dialectique, s'est précisément dressé contre le caractère d'apparence de l'art, comme si la promesse de l'art éveillait un doute au sujet de l'omniprésence positive de l'être et de l'idée, dont Platon espérait acquérir l'assurance dans le concept. Si ces idées étaient l'étant en soi, l'art serait inutile. Les métaphysiciens de l'Antiquité, se méfiant de celui-ci, aimeraient le contrôler d'une manière pragmatique, car ils sont convaincus que le concept universel hypostasié n'est pas ce que promet le beau. Mais la critique de l'art que fait Platon n'est pas pertinente, parce que l'art nie précisément la réalité littérale de ses contenus matériels, qui lui reprochent comme autant de mensonges. Le fait de porter au nu le concept pour en faire l'idée s'associe à la cécité béotienne à l'égard du moment de la forme initiale dans l'art. Malgré tout, on ne peut effacer cette tâche qu'est le mensonge de l'art. Rien ne garantit qu'il tienne sa promesse objective. C'est pourquoi toute théorie de l'art doit être également une critique de l'art. Il y a même dans l'art radical tant de mensonges qu'il manque à la réalisation du possible qu'il produit comme apparence. Les œuvres d'art font crédit à une praxis qui n'a pas encore commencé et dont personne ne serait capable de dire si elle avalise ses traits. Caractère symbolique. En tant qu'apparition, Erscheinung et non-copie, les œuvres d'art sont des symboles. Si la conscience est libérée du frisson antique par le désenchantement du monde, celui-ci se reproduit en permanence dans l'antagonisme historique du sujet et de l'objet. Celui-ci fut tout aussi incommensurable à l'expérience, aussi étranger et angoissant que seul jadis le mana l'était. On rencontre ici le caractère symbolique. De même qu'il traduit cette étrangeté, l'on tente de rendre néanmoins accessible à l'expérience ce qui fut aliéné et chosifié. Il incombe aux œuvres d'art de percevoir l'universel dans le particulier qui dicte la cohérence de l'étang et est recouvert par lui, et non pas à masquer par la particularisation de l'étang l'universalité dominante du monde administré, la totalité et le successeur caricatural du mana. Le caractère symbolique dans les œuvres d'art se reporte sur la totalité qui semble plus fidèle dans les éléments particuliers que dans les synthèses de détails, par sa référence à ce qui n'est pas directement accessible à la conceptualisation discursive et pourtant objectif dans l'organisation de la réalité. L'art reste au siècle éthéré qu'il provoque, fidèle à l'Aufklärung. Ce qui apparaît en lui cesse d'être idéal et harmonie. Son caractère de résolution ne se rencontre plus que dans la contradiction, que dans le contradictoire et le dissonant. L'Aufklärung a toujours été également conscience de la disparition de ce qu'elle aimerait saisir sans mystère. En pénétrant le disparaissant, le frisson, elle n'en a pas seulement la critique, mais elle les sauvegarde en proportion de ce qui, dans la réalité même, provoque le frisson. Les œuvres d'art s'approprient ce paradoxe. S'il reste vrai que la rationalité subjective fin moyen en tant que particulière est fondamentalement irrationnelle, a besoin de médiocres enclaves irrationnelles et comme tel contribue également à l'élaboration de l'art. Celui-ci est malgré tout la vérité sur la société dans la mesure où, dans ses productions authentiques, l'irrationalité de la constitution rationnelle du monde se tourne vers l'extérieur. La dénonciation et l'anticipation figurent syncopées en lui. Si l'apparition est ce qui s'illumine, le palpable, alors l'image est tentative paradoxale de capter ce qu'il y a de plus éphémère. Quelque chose de momentané transcende dans les œuvres d'art. L'objectivation fait de l'œuvre d'art un instantané. Pensons à l'expression benjaminienne de dialectique en suspens, ébauchée dans le contexte de sa conception de l'image dialectique. Si en tant qu'image, les œuvres d'art sont la durée de l'éphémère, elles se concentrent dans l'apparaître comme dans quelque chose de momentané. Faire l'expérience de l'art signifie prendre conscience autant de son processus immanent que de sa fixation dans l'instant. Le concept central de l'esthétique de Lessing, celui du moment fertile, tire peut-être sa substance de ce phénomène. Explosion. Les œuvres d'art ne se contentent pas de présenter la représentation imageante comme durée. Elles deviennent œuvres d'art même par la destruction de leur imagerie. C'est pourquoi celle-ci est très profondément apparentée à l'explosion. Quand, dans l'éveil du printemps de Wedekind, Maurice Stiefel se tue avec un pistolet à eau, apparaît à l'instant où le rideau tombe sur ses paroles. Désormais, je ne retourne plus chez moi, ce qu'exprime la détresse indicible du paysage fluvial devant la ville qui sombre peu à peu dans l'obscurité du crépuscule.
Les œuvres d'art ne sont pas seulement des allégories, mais leur accomplissement catastrophique. Les chocs qu'assènent les œuvres récentes sont l'explosion de leur apparition, qui se dissout en elles, a priori semblant jadis aller de soi, en provoquant une catastrophe qui seule libère totalement l'essence de l'apparaissant. C'est surtout dans les tableaux de Walls que ceci apparaît peut-être sans aucun malentendu. Même la dissolution de la transcendance esthétique devient esthétique. C'est d'une manière aussi mythique que les œuvres d'art sont enchaînées à leur antithèse. Dans la combustion de l'apparence, elles se détachent violemment de la réalité empirique, instance antagoniste de ce qui y vit. Aujourd'hui, on ne peut guère penser l'art autrement que comme forme de réaction qui anticipe l'apocalypse. Au regard plus attentif, même les œuvres à la gestuelle pacifiée sont également des déflagrations, non pas tant des émotions retenues de leur auteur que des forces qui s'affrontent en elles. À leur résultante, c'est-à-dire au point d'équilibre, est liée l'impossibilité de les amener à l'équilibre. Leurs antinomies sont comme celles de la connaissance, insolubles dans le monde non réconcilié. L'instant où elles deviennent images, dans lequel leur intérieur devient extérieur, disloque l'enveloppe de l'extérieur qui entoure l'intérieur. L'apparition qui les transforme en images détruit toujours en même temps leur essence symbolique. La fable de Baudelaire, interprétée par Benjamin, qui raconte l'histoire de l'homme qui a perdu son auréole, ne décrit pas seulement la fin de l'aura, mais l'aura elle-même. Si les œuvres d'art rayonnent, leur objectivation par elle-même décline. Par sa définition comme apparition, l'art implique téléologiquement sa négation. Le surgissement brutal de l'apparition dément l'apparence esthétique, mais l'apparition et son explosion dans l'œuvre d'art sont essentiellement historiques. L'œuvre d'art naît en soi non pas comme il plaît à l'historisme, et d'après sa position dans l'histoire réelle, un être libéré devenir, mais est en tant qu'étant un devenant, ce qui apparaît dans l'œuvre et son temps intérieur dont l'explosion de l'apparition fait éclater la continuité. Elle est médiatisée par rapport à l'histoire réelle grâce à son noyau monadologique. Le contenu des œuvres d'art est bien histoire. Analyser des œuvres d'art signifie essentiellement prendre conscience de l'histoire immanente emmagasinée en elles. Le contenu d'images collectives. Vraisemblablement, le caractère symbolique des œuvres, tout au moins dans l'art traditionnel, est fonction du moment fertile. On pourrait même l'illustrer par la musique symbolique de Beethoven et surtout fréquemment par ses sonates, où le mouvement qui se fige dans l'instant est éternisé, où l'éternisé est anéanti dans sa réduction à l'instant. Cela manque la différence frappante entre le caractère symbolique de l'art et la théorie de l'image de Clages et de Jung. Si, après la séparation qu'opère la connaissance entre symbole et signe, la pensée compare à la vérité le moment symbolique ainsi dissocié, la fausseté de la dissociation n'est absolument pas corrigée, mais plutôt accentuée, car cette scission concerne autant l'image que le concept. Les images esthétiques ne se laissent pas plus traduire valablement en concept qu'elles ne sont réelles. Aucune image sans imaginaire. La réalité des œuvres d'art est due à leur contenu historique. Il n'y a pas à les hypostasier, même lorsqu'elles sont historiques. Les images esthétiques ne sont pas quelque chose d'immuable, des invariants archaïques. Les œuvres d'art deviennent images par le fait que les processus qui en elles se figent dans l'objectivité parlent d'eux-mêmes. La religion de l'art bourgeoise d'origine dite layenne confond l'imagerie de l'art avec son contraire, c'est-à-dire l'ensemble des représentations psychologiques des artistes, éléments de matière première entrant dans la composition de l'œuvre d'art. Les procédés latents dans les œuvres d'art qui apparaissent dans l'instant, c'est-à-dire leur historicité interne, constituent bien plutôt leur histoire externe, sédimentée, le caractère obligatoire de leur objectivation, ainsi que les expériences qui les font vivre, sont collectifs. Le langage des œuvres d'art est, comme tout langage, constitué par un courant collectif souterrain, du moins celui des œuvres emmurées, isolément dans une tour d'ivoire et subsumées par le cliché culturel. Leur substance collective s'exprime à partir de leur caractère imageant, lui-même, et non pas comme le déclare le bavardage habituel à partir de ce qu'elles aimeraient énoncer au regard de la collectivité. La démarche spécifiquement artistique consiste à surprendre leur caractère obligatoire prédominant, non pas dans la thématique ou par la manière dont elles sont reçues par le public. Elle consiste au contraire à présenter d'une manière monadologique
et par immersion dans leurs expériences fondamentales ce qui se situe au-delà de la monade. Le résultat de l'œuvre est la voie qui mène à son imago. Elle est également cet imago comme but. Résultat à la fois statique et dynamique. L'expérience subjective produit des images qui ne sont pas des images de quelque chose, mais précisément images d'essence collective. C'est ainsi, et pas autrement, que l'art est amené à l'expérience. Grâce à ce contenu d'expérience, et non seulement par fixation et mise en forme dans l'acception usuelle, les œuvres d'art divergent de la réalité empirique par déformation empirique. C'est là leur affinité avec le rêve, pour autant que leur légalité formelle les soustrait également à l'onirisme. Cela ne signifie pas moins que le moment subjectif des œuvres d'art est médiatisé par leur être en soi. Sa collectivité latente libère l'œuvre monadologique de la contingence de son individuation. La société déterminante de l'expérience constitue les œuvres en tant que sujet véritable de celle-ci. C'est ce que l'on peut objecter aux reproches du subjectivisme adressé habituellement de gauche et de droite. À tous les stades esthétiques se renouvelle l'antagonisme entre l'irréalité de l'imago et la réalité du contenu historique apparaissant. Mais les images esthétiques s'émancipent des images mythiques en se subordonnant à leur propre irréalité. La loi formelle ne signifie rien d'autre. Cela constitue leur participation à l'Aufklärung. Le point de vue de l'œuvre d'art, engagé ou dialectique, est régressif par rapport à cela. Sans tenir compte de la réalité des images esthétiques, il planifie l'antithèse de l'art par rapport à la réalité et l'intègre dans celle-ci contre laquelle lutte l'art. Sont éclairées les œuvres d'art qui, dans une distance inflexible par rapport à la réalité empirique, témoignent d'une conscience véridique. L'art comme quelque chose de spirituel. Ce pourquoi les œuvres devenues apparitions sont plus qu'elles ne sont, c'est leur esprit. La détermination des œuvres d'art par l'esprit est liée à leur définition comme phénomène apparaissant, non pas apparition aveugle. L'apparaissant des œuvres d'art, inséparable de l'apparition, mais non identique à elle, c'est-à-dire le non factice de leur facticité, et leur esprit. Il fait des œuvres d'art choses parmi les choses, un autre en tant que chosal, alors qu'elles ne peuvent cependant devenir choses non par leur localisation spatiale et temporelle, mais par le processus de réification qui leur est immanent et qui les rend semblables et identiques à eux-mêmes, à elles-mêmes, à quelque chose semblable à elles. Il ne saurait sinon être question de leur esprit, de leur pure et simple non-chosalité. L'esprit n'est pas seulement le spiritus, le souffle qui anime les œuvres d'art pour en faire des phénomènes, mais il est bien la force ou l'intérieur des œuvres, force de leur objectivation. L'art participe autant à celle-ci qu'à la phénoménalité qui lui est contraire. L'esprit des œuvres d'art est leur médiation immanente, qui survient à leur moment sensible et à leur structure objective. Médiation au sens strict, où chacun de ces moments dans l'œuvre d'art se change avec évidence en son autre.